On nous enseigne depuis l'enfance que la vie suit une ligne droite, que l'on doit apprendre, se battre, réussir jeune, gravir les échelons d'une carrière, bâtir une famille et atteindre une sorte de sommet avant qu'il ne soit trop tard. Comme si, passé un certain âge, tout devenait déclin, comme si après 40 ans, il ne restait qu'à observer la jeunesse des autres, à compter les années et à attendre. Mais que se passe-t-il si tout ce qu'on nous a raconté est faux? Et si cette fameuse crise de la quarantaine n'était pas une cassure, mais un signal, une invitation, un réveil? C'est précisément ce qu'affirmait Carl Gustav Jung, l'un des plus grands psychologues du XXe siècle. Selon lui, la vie commence vraiment à 40 ans. Jusqu'alors, vous faites juste de l'étude. Un message puissant et dérangeant pour ceux qui courent depuis des années derrière des objectifs imposés. Pourquoi la vie commencerait-elle à cet âge? Pourquoi pas à 20 ou 30 ans, au moment où l'énergie et l'ambition semblent au plus haut? Jung pensait que les premières décennies de notre existence ne sont qu'un échauffement, un apprentissage, une longue phase où nous construisons des murs et des façades pour nous adapter au monde. Et c'est seulement lorsque ces structures commencent à se fissurer que l'on découvre enfin qui l'on est vraiment. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de cette idée déroutante. Nous allons comprendre pourquoi tant de personnes, à partir de 40 ans, ressentent ce vertige, cette perte de repères, et en même temps, cette curieuse soif de sens. Nous verrons pourquoi ce moment n'est pas une chute, mais une ascension intérieure. Pourquoi, au lieu de fuir cette étape, il faudrait l'accueillir comme l'ouverture d'un nouveau chapitre. Et surtout, comment ce processus de transformation, que Jung appelait individuation, peut libérer notre potentiel et donner un goût totalement nouveau à notre existence. Car la vérité, c'est que peu importe l'âge auquel vous écoutez ces mots, vous n'êtes pas en train de vieillir, vous êtes en train de naître. Imaginez un enfant qui entre dans une pièce pleine d'adultes. Instinctivement, il observe leurs expressions, leurs tons, leurs attentes. Et sans qu'on ait besoin de lui dire quoi que ce soit, il commence à jouer un rôle. Il sourit quand on l'attend, il se tait quand il le faut, il reproduit ce qu'il voit. C'est le début du masque. Un masque social nécessaire pour survivre dans une société codifiée, mais qui, à force, devient tellement fusionné avec notre visage que nous oublions qu'il en est un. Carl Jung appelait ce masque la persona, une version soigneusement fabriquée de nous-mêmes, destinée à obtenir l'approbation des autres et à répondre aux attentes de notre environnement. Durant nos jeunes années et jusque dans la trentaine, nous perfectionnons ce personnage. On bâtit une carrière, on affiche un couple solide, on collectionne des succès sociaux. Chacun y va de sa façade. Le professionnel accompli, la mère dévouée, l'artiste rebelle, l'entrepreneur brillant. Mais il arrive un moment, souvent aux alentours de la quarantaine, où ce masque commence à se fissurer. Pas forcément parce que la vie s'effondre. Parfois, tout semble au contraire bien en place. Une belle maison, un compte bancaire stable, une famille qui fonctionne. Et pourtant, une gêne s'installe, diffuse, insaisissable. Ce sentiment étrange qu'on ne se reconnaît plus dans ce qu'on a pourtant choisi. Que les choses qu'on poursuivait avec acharnement semblent soudain vides de sens. C'est souvent à cet âge qu'on entend des phrases comme « Je devrais être heureux. Alors pourquoi je ressens ce vide ?» ou « J'ai atteint ce que je voulais, et pourtant quelque chose manque. » Ce malaise n'est pas une crise, c'est un point de bascule. Car en vérité, la personne que l'on croyait être n'a jamais été l'intégralité de ce que nous sommes. C'était un rôle utile,
un moyen de fonctionner dans un monde aux règles strictes. Mais derrière ce rôle, il y a un soi plus profond, plus vaste, que nous avons mis de côté pour répondre aux normes et éviter le rejet. Jung considérait cette période comme indispensable. Il disait qu'il était normal et même sain de bâtir une persona dans la première moitié de la vie. C'est grâce à elle que nous apprenons, que nous construisons des compétences, que nous participons à la société. Mais ce n'est qu'une façade, un outil, pas une identité. Et c'est lorsque ce personnage commence à se fissurer qu'on peut, pour la première fois, entendre la voix de ce qui se cache derrière. C'est cette voix qu'on a étouffée sous des obligations et des ambitions. Celle de l'enfant qu'on a été, de l'artiste qu'on a censuré, du rêveur qu'on a jugé irréaliste. Pour illustrer cela, imaginez un acteur qui joue le même rôle pendant des années sur scène. À force, il finit par confondre le costume avec sa peau. Il oublie même qu'il existe d'autres pièces, d'autres personnages à explorer. Jusqu'au jour où le décor s'effondre et où, derrière le maquillage, il aperçoit pour la première fois son propre reflet dans le miroir. Ce moment est effrayant, déroutant, mais profondément libérateur. Dans la section suivante, nous verrons comment ce malaise ouvre la voie à l'une des plus grandes aventures de l'existence humaine, la découverte de soi, et ce que Jung appelait l'individuation, un processus puissant qui transforme le doute en certitude intérieure et le vide en liberté. Un phénomène étrange se produit souvent autour de la quarantaine. C'est comme si la vie qu'on avait méticuleusement construite se mettait à perdre de son éclat. Pas brusquement, pas dans un grand fracas théâtral, mais subtilement. Les choses qui, autrefois, nous animaient semblent fades. Les projets pour lesquels on se battait deviennent mécaniques. Les succès qu'on collectionnait perdent leur goût. Et le pire, c'est qu'à l'extérieur, rien ne semble avoir changé. C'est dans cet espace, entre le visible et l'invisible, que commence ce que Carl Jung appelait l'individuation. Un processus mystérieux, déroutant, mais indispensable. Parce qu'avant de savoir qui l'on est vraiment, il faut réaliser qui l'on n'est pas. Prenons l'histoire d'Antoine. À 42 ans, il avait tout ce qu'on pouvait rêver. Directeur d'une agence de communication, marié, 2 enfants, une maison de vacances en Espagne. Pourtant, chaque matin, en se rasant devant le miroir, il se surprenait à se demander « C'est donc ça, la vie ?» Un soir, après une promotion qui aurait dû le combler, il ressentit un vide écrasant, une tristesse sans cause apparente, comme un appel sourd. C'est à ce moment-là qu'il comprit qu'il n'était pas triste de ce qu'il avait, mais de ce qu'il avait laissé de côté. Ce malaise que Jung décrivait comme le début de l'individuation est précisément ce moment où l'ancien soi ne suffit plus, où la quête extérieure laisse place à une interrogation intime. Et si je n'avais jamais vraiment vécu? Jung expliquait que la première moitié de la vie est gouvernée par les impératifs du monde extérieur. Réussir, plaire, bâtir, prouver. Mais à la mi-vie, le regard bascule. On cesse de regarder dehors et on se tourne vers l'intérieur. Non par caprice, mais parce que la façade qu'on a érigée ne suffit plus à contenir la totalité de ce qu'on est. Cette phase peut ressembler à un effondrement. Certains quittent leur emploi, d'autres leurs relations, d'autres encore ressentent une lassitude profonde face aux habitudes qu'ils entretenaient depuis des années. Mais ce n'est pas un déclin, c'est une mue. Jung comparait ce moment à celui où un serpent abandonne sa vieille peau pour laisser place à une nouvelle. Ce processus est inconfortable, parfois douloureux, mais indispensable pour continuer à grandir. Dans l'individuation, il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre, mais de redevenir soi.
de reconnaître, sous les couches d'obligations sociales et de conditionnement, ce noyau intact qu'on avait négligé. Et cela passe souvent par la confrontation avec ce que Jung appelait l'ombre. Ce sont les parts de nous que nous avons refoulées, nos peurs, nos désirs inavoués, nos blessures, mais aussi nos élans créatifs étouffés. L'individuation exige qu'on cesse de fuir ces zones obscures pour enfin les regarder en face. Antoine, lui, s'est rendu compte qu'il avait renoncé depuis longtemps à sa passion pour l'écriture, qu'il avait mise de côté au profit de la rentabilité et de la sécurité. En renouant avec cette part de lui, il n'a pas nécessairement tout quitté du jour au lendemain. Mais il a commencé à écrire à nouveau, à retrouver ce qu'il appelait son feu intérieur. Petit à petit, il a rééquilibré sa vie, non plus autour de ce qu'on attendait de lui, mais autour de ce qui résonnait en lui. Et c'est là la clé. L'individuation ne consiste pas à tout détruire pour recommencer. C'est un travail d'intégration. Reconnaître les différentes parts de soi, les lumineuses comme les sombres, les réussites comme les échecs, les joies et les regrets, et tisser avec tout cela une existence plus cohérente, plus honnête. Jung disait que ce processus est le passage obligé pour atteindre la paix intérieure. Car tant qu'on vit en surface, en ignorant des fragments de soi, on reste agité, tiraillé, insatisfait. Mais dès qu'on accepte de descendre en soi, de visiter ses failles et ses forces, on accède à ce qu'il appelait le soi, cette totalité vivante et mouvante qu'aucun masque ne peut contenir. Et c'est seulement à partir de là que commence véritablement la vie. Dans la section suivante, nous découvrirons comment cette plongée intérieure s'accompagne, avec l'âge, d'un apaisement naturel du mental, et pourquoi les neurosciences modernes confirment aujourd'hui ce que Jung avait pressenti il y a plus d'un siècle, que l'esprit humain atteint sa pleine maturité bien après 40 ans. On a longtemps raconté que la jeunesse détenait le monopole de la vitalité, de la créativité et du potentiel, que passé un certain âge, on ne pouvait que décliner, ralentir, se contenter d'observer. Mais ce récit est un mythe. Car si le corps connaît ses cycles, l'esprit, lui, continue d'évoluer. Et souvent, c'est au moment où les standards de la société nous disent de ralentir qu'en réalité, l'essentiel se révèle. Carl Jung l'avait pressenti. À partir de la mi-vie, quelque chose de radical change dans notre façon de percevoir le monde et de nous percevoir nous-mêmes. Ce qu'il avait décrit intuitivement, les neurosciences modernes commencent à le démontrer avec précision. Une étude célèbre publiée en 2010 dans les Proceedings of the National Academy of Sciences a mis en lumière ce qu'on appelle aujourd'hui la courbe en U du bonheur. Elle révèle que la satisfaction de vie suit un schéma étonnant. Elle tend à décliner progressivement dans la trentaine et la quarantaine pour toucher un creux autour de la cinquantaine, avant de remonter et d'atteindre des sommets bien supérieurs à ceux de la jeunesse. La raison ? Ce n'est pas l'absence de défis ou de responsabilités, ni même une amélioration matérielle. C'est un changement de perspective. Avec l'âge, l'humain passe progressivement de la quête de validation externe à une recherche de sens intérieur. Ce glissement naturel de priorité est l'essence même de ce que Jung appelait l'individuation. Et cela se manifeste concrètement dans notre cerveau. Des chercheurs en neurosciences affectives ont découvert que les circuits impliqués dans la régulation des émotions deviennent plus efficaces avec les années. Les aires cérébrales qui contrôlent l'impulsivité et la réactivité émotionnelle tendent à mieux collaborer, offrant une plus grande capacité à relativiser, à prendre de la hauteur et à accueillir l'impermanence. En clair, ce qui, à 30 ans,
pouvait nous bouleverser pendant des jours devient, à 50, un simple détail qu'on traverse sans s'y noyer. Non pas par détachement froid, mais parce que la conscience s'élargit. C'est ce que Jung pressentait quand il disait qu'après 40 ans, nous cessons de vivre pour le regard des autres et commençons à interroger notre propre regard sur le monde. L'extérieur cesse d'avoir le pouvoir de dicter notre valeur. Les ambitions superficielles, les injonctions sociales, les attentes familiales, tout cela perd de sa densité. Et c'est dans cet allègement qu'une véritable liberté intérieure apparaît. Prenons l'histoire de Léa. À 46 ans, après une carrière brillante dans la finance, elle ressentait cette lassitude dont personne ne parle dans les dîners mondains. Tout semblait parfait. Statut, argent, reconnaissance. Mais quelque chose sonnait creux. Alors qu'elle craignait de sombrer dans ce que ses collègues appelaient la dépression de la quarantaine, elle a décidé de faire le contraire de ce qu'on attendait d'elle. Elle a ralenti. Elle a recommencé à peindre, activité qu'elle n'avait pas touchée depuis ses 18 ans. Elle s'est mise à méditer, non pas pour être performante, mais pour simplement être présente. Et, contre toute attente, c'est dans cette simplicité qu'elle a trouvé plus de joie qu'aucun bonus annuel ne lui avait jamais procuré. Ce que Léa a expérimenté, c'est ce que Jung décrivait comme le passage du faire à l'être. À partir de la mi-vie, nous avons, pour la première fois, la possibilité de vivre selon nos propres règles, non pas en rejetant la société, mais en cessant d'y chercher une validation. La quête cesse d'être extérieure pour devenir intérieure. Et paradoxalement, c'est dans cette acceptation de soi, dans cette intégration de toutes nos parts, qu'une véritable puissance naît. On ne devient pas indifférent au regard des autres, mais on n'en dépend plus. Jung avait cette phrase magnifique. « Vous ne deviendrez pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant conscient ce qui est obscur. » Autrement dit, ce n'est pas en fuyant nos parts d'ombre qu'on accède à la paix, mais en les intégrant, en les honorant. Et c'est souvent à cet âge que cela devient possible, parce qu'on a traversé assez de tempêtes pour ne plus croire au masque, assez perdu pour ne plus avoir peur de laisser partir, et assez vécu pour comprendre que ce que l'on possède n'a jamais eu autant d'importance que ce que l'on devient. Dans la prochaine section, nous verrons comment ce processus d'individuation s'accompagne, pour beaucoup, de la nécessité de réajuster ses relations et ses ambitions. Pourquoi certains liens se brisent et pourquoi cela n'est pas un drame mais un acte de fidélité envers soi-même. Il existe un moment dans la vie où l'on comprend que continuer à s'accrocher à certaines choses, c'est trahir ce qu'on devient. Que persister dans certaines relations, certains rôles ou certaines habitudes n'est pas un signe de fidélité, mais un obstacle à son propre éveil. Ce moment, beaucoup le rencontrent à la quarantaine, parfois plus tôt, souvent plus tard. Mais il vient toujours. Carl Jung insistait sur ce point. La deuxième moitié de la vie ne peut être vécue selon les mêmes principes que la première. Ce n'est pas une question de moralité ou de sagesse spirituelle. C'est une nécessité biologique et psychologique. Ce qui nous a permis de bâtir notre existence, ambition, volonté, conformité sociale, devient insuffisant pour la poursuivre en profondeur. Pourquoi ? Parce que nos besoins évoluent. Si la première moitié de la vie est tournée vers l'extérieur, construire, séduire, prouver, la seconde exige un recentrage. Elle réclame de lâcher ce qui n'a plus lieu d'être, non par rejet du passé, mais par fidélité à ce que l'on devient. Et c'est là que beaucoup ressentent cette tension. Certains liens qui faisaient sens pendant des années deviennent lourds.
Des cercles sociaux entiers paraissent soudain superficiels. Des relations affectives révèlent leur usure. Pas forcément dans le conflit, souvent dans le silence. Comme si quelque chose se retirait doucement de ces espaces sans qu'on puisse encore l'expliquer. On raconte l'histoire d'Aurélien, chef d'entreprise respecté, qui, à 48 ans, réalisa qu'il passait ses week-ends à fréquenter des personnes qu'il n'écoutait plus vraiment et qui ne l'écoutaient plus non plus. Leurs conversations tournaient en rond, les mêmes anecdotes, les mêmes réussites ressassées, les mêmes complaintes feintes. Un jour, lors d'un dîner, il eut ce qu'il appela un effondrement intérieur. Rien n'était arrivé, et pourtant tout s'était effondré. Il comprit alors que continuer à jouer ce rôle, à maintenir ses relations par habitude, revenait à nier ce qu'il était en train de devenir. Il prit la décision radicale de s'éloigner de ces cercles, non par mépris, mais pour préserver l'espace intérieur dont il avait désormais besoin. Ce fut douloureux, incompris, mais vital. Jung l'avait dit, « Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. » Et ce retour en soi demande, dans bien des cas, de faire le tri. Non pour se couper du monde, mais pour choisir avec conscience ce qu'on souhaite garder dans ce qu'on construit désormais. Ce n'est pas un processus violent, c'est un détachement. On cesse de courir après les mêmes objectifs qu'à 30 ans. On cesse de plaire aux mêmes personnes. On ne cherche plus à séduire ou à convaincre ceux qui ne résonnent plus. Et, ce faisant, on libère de l'espace. Un espace qui, dans un premier temps, peut sembler inconfortable, vide. Mais ce vide est fertile. C'est dans ce silence qu'apparaissent de nouvelles relations, plus sincères, plus profondes. Des amitiés fondées non plus sur les apparences ou les intérêts communs, mais sur des résonances d'âme. Des amours plus calmes, mais plus vastes. Des échanges plus rares, mais plus essentiels. On redécouvre aussi des plaisirs qu'on avait oubliés. Marcher sans but précis, relire un livre marquant, contempler une œuvre, observer le silence d'un matin. Des gestes simples qui reconnectent avec cette part de nous que la frénésie avait ensevelie. Jung évoquait également la nécessité, dans cette phase, de réévaluer ses ambitions. Ce n'est pas qu'il faille renoncer à toute ambition, mais apprendre à distinguer celles qui viennent de l'ego de celles qui naissent de l'âme. Il écrivait que ce n'est pas en nous efforçant de réaliser nos vieilles ambitions que nous trouverons la paix, mais en acceptant de suivre l'appel intérieur qui nous pousse ailleurs. Et souvent, cet ailleurs n'a rien d'extraordinaire aux yeux du monde. Il peut s'agir d'élever des enfants différemment, de réhabiliter un vieux jardin, d'écrire des poèmes qu'on ne publiera jamais, de créer un lieu où l'on se sent vivant. Ce sont ces choix, souvent invisibles aux regards extérieurs, qui marquent l'entrée dans la véritable maturité psychologique. C'est à ce moment qu'on arrête de chercher à devenir quelqu'un et qu'on commence à être. Dans la dernière section, nous verrons comment cette renaissance intérieure ouvre la voie à un sentiment durable de paix, de clarté et de cohérence. Et pourquoi tant de personnes affirment qu'après 40 ans, elles n'échangeraient leur vie contre aucune autre. Quand on demande à ceux qui ont franchi la quarantaine et traversé ce qu'ils appellent pudiquement une remise en question, beaucoup décrivent un phénomène étrange, une légèreté nouvelle, une paix qu'ils ne cherchaient plus, un sentiment de cohérence qu'aucun succès précédent n'avait su offrir. Et c'est précisément ce dont Carl Jung parlait lorsqu'il affirmait que la vie commence vraiment à 40 ans. Non pas parce que les années d'avant auraient été vaines, mais parce qu'elles étaient la préparation nécessaire à ce basculement. Jusqu'alors, nous courons, derrière des rêves hérités,
des ambitions inculquées, des rôles appris. Et c'est souvent sans même s'en rendre compte, comme un coureur qui s'élance sur une piste qu'on lui a désignée et qui, au bout de plusieurs kilomètres, se demande enfin où elle mène. Ce moment où l'on ose lever les yeux et interroger le chemin est celui où la vie, la vraie, commence. Car ce n'est pas l'absence de problèmes ou de douleurs qui définit ce nouveau chapitre, mais la manière dont on s'y relie. Les tempêtes ne cessent jamais vraiment. Les pertes, les doutes, les changements continuent de jalonner l'existence. Mais ils n'ont plus le même poids. Ils ne viennent plus heurter un ego fragile, mais traversent un être devenu plus vaste, plus souple, capable de les accueillir sans s'y noyer. Un psychologue contemporain disait joliment « À un certain âge, on cesse de chercher la lumière et on apprend à voir dans le noir. » Cette capacité à habiter l'incertitude, à ne plus avoir besoin de réponses immédiates, fait partie de cette maturité intérieure que Jung pressentait et que tant d'hommes et de femmes découvrent après 40 ans. Prenons l'histoire de Jamila. Longtemps, elle avait cherché à tout maîtriser. Carrière, image, famille, réputation. Chaque imprévu était vécu comme une menace. Jusqu'à ce qu'un divorce inattendu et le départ de son dernier enfant l'obligent à se retrouver face à elle-même. Après des mois de désarroi, elle découvrit un sentiment nouveau, celui de n'avoir plus rien à prouver, de pouvoir vivre pour elle, à son rythme, selon ses désirs et ses silences. Elle confia un jour « Je croyais avoir tout perdu, mais c'est la première fois que je me sens entière. » C'est cela, le cadeau de l'individuation, la liberté d'être soi sans justification, la possibilité d'habiter pleinement ses forces et ses faiblesses, ses certitudes et ses contradictions, et surtout, de ne plus vivre en réaction au regard des autres, mais en résonance avec sa propre vérité. C'est aussi, à ce moment, que naît ce que Jung et d'autres appelaient la sagesse. Pas celle des livres, mais celle du vécu. La sagesse de savoir ce qui vaut la peine d'être poursuivi, ce qui peut être laissé derrière, et ce qu'il faut simplement contempler sans vouloir le posséder. Des études récentes montrent d'ailleurs que les personnes dans la cinquantaine et au-delà rapportent des niveaux de satisfaction de vie plus élevés que dans leur jeunesse. Non pas à cause d'une amélioration matérielle, mais parce qu'elles apprennent à se contenter de ce qui nourrit vraiment, des relations sincères, des activités choisies, des temps de solitude habités. Et cette paix intérieure rejaillit sur l'entourage. Les relations deviennent plus vraies, débarrassées des jeux de pouvoir et des attentes implicites. Les conversations gagnent en profondeur. Les amitiés superficielles s'éteignent pour laisser place à des liens fondés sur l'écoute et la réciprocité. Jung insistait d'ailleurs sur le fait que cette phase n'est pas seulement psychologique, mais spirituelle. Non au sens religieux, mais dans le sens où l'existence cesse d'être un projet à optimiser et devient un mystère à habiter. On cesse de vouloir tout comprendre et on accepte d'être traversé. On arrête de chercher des garanties et on se laisse guider par cette intuition grandissante qu'il existe quelque chose en soi et autour de soi qui dépasse l'explication. C'est pour cela qu'après 40 ans, et parfois bien plus tard, beaucoup affirment qu'ils ne voudraient pour rien au monde revenir en arrière. Non parce que les rides, les pertes ou les renoncements seraient agréables, mais parce qu'ils ont enfin goûté à ce que signifie vivre pleinement, habiter sa vie au lieu de la performer. Et cela, aucune jeunesse, aussi éclatante soit-elle, ne peut l'offrir. La vie commence alors pour de vrai. Non au moment où tout est sous contrôle, mais lorsque l'on accepte de ne plus l'avoir et qu'on se découvre enfin capable de marcher sans carte.